Bonsoir à tous et bienvenue dans Décryptant, votre nouveau rendez-vous de débat et de décryptage chaque début de week-end autour de sujets qui font l'actualité. Au programme ce soir, le partenariat Afrique-Russie, un thème qui s'impose au lendemain de la tenue de cette conférence ministérielle à Sochi, succédant à deux précédents sommets Afrique-Russie. D'abord celui de Sochi en 2019 et ce sommet également Afrique-Russie qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg en 2023. La Russie, qui vous l'aurez compris, cherche à se positionner sur le continent africain. C'est sans doute l'un des partenaires qui a le plus accru son influence en Afrique ces dernières années en prônant ce discours de multipolarité, un monde multipolaire dans lequel l'Afrique serait au cœur. Et ce sont d'ailleurs les mots choisis par Vladimir Poutine à l'issue des travaux de la dernière conférence de Sochi. Le président russe qui a réitéré l'engagement de son pays d'apporter un soutien total aux Africains dans différents domaines. Le partenariat Afrique-Russie, nous allons ce soir le décrypter ses enjeux et surtout ses défis et définir ses perspectives avec nos invités. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Gamal Abina, habitué des plateaux de Canal Algérie. Bonsoir Gamal. Bonsoir. Vous êtes analyste des questions internationales et politiques. Abdelkader Soufi, politologue expert en questions sécuritaires et stratégiques. Bonsoir. Bonsoir. Et pour enrichir le débat avec nous aussi depuis Budapest, Hicham Lahmissi, analyste géopolitique, secrétaire du JIPRI, l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. Bonsoir Hicham. Oui, bonsoir Alim. Alors, bien, le partenariat Afrique-Russie, parlons-en, son évolution d'abord à travers le temps. Comment, messieurs, la Russie a-t-elle réussi à développer ses liens avec l'Afrique? Il y a l'aspect historique, mais pas que. Abdelkader Soufi. Oui, absolument. Disons que la relation Afrique-Russie, c'est dans la continuité des relations entre l'Union soviétique et les pays du tiers-monde, notamment l'Afrique. Maintenant, le retour ou l'émergence de la Russie depuis, on va dire 2000, parce qu'entre 90 et 2000, c'était vraiment pas ça, mais on peut parler de la doctrine de Poutine qui a relancé la Russie sur l'échiquier mondial et international, sauf que les relations, je dirais qu'en dehors de jusque-là, jusqu'en 2019, les relations ne dépassaient pas pratiquement 18 pays africains. Et que jusqu'à cela, donc on pouvait compter une soixantaine de projets, dont une quarantaine bilatérales, mais qui ne pouvaient pas aller au-delà des espérances des uns et des autres. Aujourd'hui, depuis les sommets dont vous venez de parler dans votre introduction et éventuellement le prochain sommet de 2026, oui. Et les Africains et les Russes souhaitent et espèrent développer ce partenariat d'une manière beaucoup plus importante, stratégique, car d'abord, nous allons parler de l'Afrique émergente avec certains pays qui font le plus important de l'Afrique, je dirais, les locomotives africaines, et qui aspirent à jouer un rôle important et qui sont partenaires dans la plupart de la Russie. Je pourrais parler de l'Algérie, de l'Égypte, de l'Afrique du Sud aussi, également, oui. Ne serait-ce que cela à titre d'exemple, et qui ont des relations très fortes. La Russie, depuis l'avènement d'un certain nombre de crises qui se sont succédées, notamment la crise pandémique, la crise financière, la crise économique et la crise de l'Ukraine, ont poussé la Russie à chercher donc une nouvelle vision dans sa stratégie, dans sa doctrine, comment se développer, comment hisser son niveau par rapport aux autres puissances internationales dans un monde aujourd'hui qui est en transition. Absolument. Et la Russie se cherche et cherche une place dans ce Gotha-là. L'Afrique aussi, donc je disais, qui émergeait, et cela a été possible donc dans un partenariat où tout le monde a besoin de tout le monde. Dans cette perspective de monde multipolaire. Donc globalement, je dirais que c'est cela.
Peut-être que nous développons tout à l'heure dans les échanges économiques, mais je dirais que si on compare la Russie à l'Union européenne, à la Chine ou aux États-Unis d'Amérique, c'est le pays qui a le moins d'investissement ou d'échanges économiques. En Afrique, on va y revenir, Monsieur Soufi. Mais cela dit que la Russie en elle-même n'a été je dirais, ne pouvait voir cette nouvelle vision qu'à partir des crises qui l'ont touché et qui le poussent à développer de nouveaux axes. Voilà. Alors, beaucoup de facteurs, vous l'avez dit, ont fait que la Russie regarde vers le continent africain. Gamal Abina, on est d'accord, la Russie n'est pas une puissance coloniale également. Voilà, donc, et les Russes le revendiquent, notamment sur le continent, auprès de leurs partenaires africains. Il faut se rappeler que la conférence de Berlin en 1884 avait donné une chose, c'est que les Européens avaient invité la Russie à tabler sur le partage du monde et de l'Afrique en particulier, et que les Russes de l'époque ont refusé. On parlait de ça. Ils considéraient que ce n'était pas normal, qu'il fallait surtout pas massacrer, diviser ou se partager le monde à l'aune d'une puissance impériale et étrangère. Et donc ce qui se passe, c'est que les Russes n'ont pas cette idée impérialiste au niveau du monde. Il y a quand même un empire russe qui existait. Ça reste une fédération d'États. Oui. Le Nord n'a rien à voir avec le Sud musulman pour l'essentiel. Et surtout, c'est un État qui a été effectivement une grande puissance idéologique. On parle du communisme, on parle effectivement du soviétisme qui a fédéré pas mal d'États jusqu'à l'Europe centrale. Donc la Russie, c'est un État qui s'était élargi, mais pas en termes colonial, en termes d'influence politique. Oui. En revanche, on observe qu'effectivement la Russie des années, on dira 40, 50, 60 particulièrement à l'époque, la grande Russie de cette expansion idéologique, avait beaucoup d'actions économiques sur l'Afrique. On parle du haut barrage d'Assouan en Égypte, par exemple. Oui. C'est eux qui ont pris le relais des Américains qui ont refusé de le faire. Il faut voir à chaque fois que ce que refuse l'Occident, la Russie remplit. Ensuite, ils ont eu un partenariat stratégique pour l'Algérie, pour la libération. Il y a plein de pays qui ont bénéficié, le Cuba et autres, qui ont bénéficié du soutien des Russes. Puis après, il y a eu un recul et une chute en 89 avec la perte des espoirs de ce qu'on appelait à l'époque le communisme ou le socialisme. Et donc, une fois que la chute du mur de Berlin intervient, les Russes disparaissent. Littéralement, c'était dit tout à l'heure par M. Soufi. Effectivement, la disparition des Russes, c'est 10 ans de trou noir avec un Helsinki qui, littéralement, qui était un alcoolique notoire, vendait à la découpe tout son territoire, oui. Les biens d'État, le pétrole, le gaz et tout. Donc, il y a eu l'émergence des oligarques et une paupérisation. Puis l'arrivée de Poutine, c'est l'homme providentiel. Pourquoi ? Parce que c'est un ancien du KGB, on le sait, mais c'est surtout quelqu'un qui voit la Russie en grand. Et ce qu'il a fait, c'est que stratégiquement, il a commencé d'abord graduellement par restructurer son pays. Bon, c'est passé malheureusement par le massacre de la Tchétchénie, dont tout le monde connaît l'histoire. Mais c'était une nécessité faisant loi. Pourquoi ? Parce que si la Tchétchénie tombait, la fédération russe tombait. Avec la perte du soviétisme, si on touchait la Russie, c'était fini. Donc il a consolidé la Russie. Puis après, il a commencé à sécuriser ses frontières avec les différentes interventions aux frontières. On se rappelle évidemment de ce qui s'est passé même récemment au Kazakhstan. Ensuite, ses alliés, là, ils sont intervenus en Syrie. Donc la Russie a commencé à se positionner militairement. Et en Afrique, on voit effectivement l'intervention de ces groupes privés. Wagner devenu aujourd'hui Africa Corps de façon très ironique. Mais en réalité, les Russes ont une logique, non pas impériale, mais une logique effectivement géopolitique d'intérêt propre et d'intérêt partagé. Et aujourd'hui, si la Russie parle d'économie, c'est parce que la guerre dont on parle, la multipolarité, c'est d'abord et avant toute chose l'économie. C'est-à-dire que le monde, aujourd'hui, est stratifié en deux gros blocs, en gros, pour faire simple, 20% d'Occident, 80% du reste du monde. Et il se trouve que le reste du monde a une alternative économique que l'Occident ne connaît pas. C'est pas l'ultralibéralisme, c'est pas le tout marché, c'est un État qui reste fort, qui va contrôler les richesses minières, gazières et autres, donc les richesses stratégiques de l'État. La Russie le fait très bien, l'Algérie le fait aussi, et qui, à côté de ça, autorise une part de libre marché, à savoir le capitalisme. Mais on n'est plus dans le capitalisme barbare, sauvage, ultralibéral, qu'on connaît aux États-Unis par exemple, ou en Angleterre, qui fait que ça fait plus de mal à la population qu'autre chose. On est sur un modèle alternatif qui n'est pas le soviétisme, le socialisme, tout ça c'est vécu, mais qui est toujours une sorte de contrôle de l'État, avec un État qui reste un État redistributeur. C'est un modèle différent que celui prôné par les Occidentaux. C'est un mix des deux. C'est un peu de capital, c'est entre deux et un peu de socialisme. Et un peu de l'État-nation. Et alors, ça pose problème, évidemment. Alors, au-delà des enjeux, des liens ancrés dans l'histoire, on vient de le soulever, depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, il y a eu une accélération de la reconnexion avec l'Afrique, avec pour principaux mots d'ordre combattre le néocolonialisme et la propagande occidentale. On le sait, donc les Occidentaux perçoivent d'un très mauvais œil ce redéploiement de la Russie sur le continent
continent. Est-ce que ce redéploiement qui a accéléré justement le déclin des puissances traditionnelles, notamment la France sur le continent, Hicham Lahmisi? Alors, parler de déclin de la France, hein, lorsqu'on parle de l'évolution récente de l'Afrique, c'est évidemment parler de la Russie, en ce sens où, d'une certaine façon, la Russie a quelque part remplacé en fait la France à travers une politique d'influence et une présence relativement intelligente. Alors, si on reprend un petit peu les grands médias mainstream occidentaux et français, on va considérer spécifiquement c'est la Russie qui a fait éjecter la France, porte d'une politique de guerre informationnelle puissante, efficace. De mon point de vue, la réalité elle est assez différente. En fait, on est plutôt dans une configuration où l'Afrique est en demande, en réalité, de multipolarité, s'ouvre à la multipolarité, et en fait, la Russie a réussi à occuper un espace qui, quelque part, était vide. C'est-à-dire que dans un certain nombre de pays africains, qui étaient notamment des anciennes colonies de la France, il y avait une volonté d'émancipation, il y avait une volonté, en fait, de sortir de l'escarcelle de la France, et la Russie, en fait, a proposé des solutions, et des solutions relativement intelligentes, en ce sens où la Fédération de Russie a répondu, en fait, aux besoins des populations africaines et aux besoins de ces États. Ces besoins, ils tournaient autour des questions alimentaires. La Russie est une puissance agricole de plus en plus importante. Elle apporte une solution à travers des conditions qui sont plus intéressantes que leur propre les économies occidentales dans leurs exportations. Elle apporte une solution énergétique. Il faut voir par exemple qu'aujourd'hui la Russie est à la tête de la politique de nucléarisation de l'Afrique. L'Égypte aujourd'hui a construit 3 ou 4 réacteurs nucléaires grâce à Rosatom et le soutien des Russes. Pour revenir un peu sur les propos de Gamal Abina, qui est revenu avec beaucoup de clarté et d'intelligence, justement dans l'histoire des relations pour l'Afrique, oui. L'ex-Union soviétique, dont la Russie est quelque part la continuatrice, eh bien on a un espèce de symbole avec ce qui était, vous savez, la construction du barrage d'Aswan. Mais la nucléarisation, c'est pas seulement l'Égypte, c'est aussi l'Ouganda. Vous avez la construction de centrales nucléaires en Ouganda, un projet au Burkina Faso. Vous imaginez toute la symbolique qui est portée derrière cela, parce que le Burkina Faso, c'est un des États de la fameuse association, vous savez, des États du Sahel, donc le Niger. Le Niger qui était le pays avec le taux d'électrification le plus faible au monde, alors même que la France assurait sa sécurité énergétique grâce à l'exploitation des ressources minières en uranium. Et aujourd'hui, la Russie construit une centrale nucléaire, ou prévoit de construire une centrale nucléaire qui va alimenter non seulement le Burkina Faso, mais également le Niger. Donc c'est tout un symbole. Puis vous avez aussi d'autres projets au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya, l'Ouganda, j'en ai parlé, et vous avez même un projet de construction de 2 centrales ou 2 réacteurs nucléaires au Maroc, où Rosatom tiendrait pour le moment d'accord avec les Chinois, à moins que d'autres acteurs réapparaissent au dernier moment. Donc tout cela nous laisse à penser que la Russie a su comprendre en fait quels étaient les besoins d'un certain nombre d'États africains et a su occuper la place qui a été laissée vide d'un certain point de vue. Donc ce n'est pas seulement le discours de la Russie qui a séduit les partenaires africains, c'est aussi des faits, c'est aussi des projets en perspective, Gamal Abina. Vous savez, il y a une réalité qu'on a tendance à occulter, surtout du côté des colons, parce qu'il faut rappeler, on parle des néo-colons, pas les colons directement, c'est qu'ils ont, et c'est bien que ça a été dit à l'instant, on prend le Niger par exemple, un pays avec un taux d'électrification extrêmement bas, oui. Très peu de routes, pas d'autoroutes, alors que c'est le pays qui survient aux besoins de la France pour 33%, je crois, dans le domaine nucléaire. C'est-à-dire que les Français n'ont pas jugé bon d'installer une centrale nucléaire dans un pays qui les sauve énergétiquement. On a barré la route aux Français, quelque part. Mais c'est formidable, parce qu'on voit bien qu'en 60 ans de présence française dans cette région, je ne parle même pas des Anglais, parce que c'est un peu différent, parce que les Anglais sont pragmatiques, les Français sont dogmatiques. Le dogme français, c'est nous dominons et vous exécutez ce qu'on vous dit de faire. Donc c'est vrai que quand on voit que la France est écartée par ces pays à la suite de coups de force, on le sait très bien, mais bon, j'aurais dit les coups de force militaires, c'est pas grave. On se rappelle de Sankara, c'était quand même quelqu'un qui est arrivé par la force et qui a apporté énormément à son pays pendant 4 ans. Et bien là, c'est pareil. Quand vous avez des gens qui sont de mauvaise foi et qui vous disent « mais pourquoi on nous en veut alors qu'on a tellement apporté ?» Mais la question, qu'est-ce que vous avez apporté? Rien. Et donc c'est vrai que cette question énergétique, cette question économique, cette question infrastructurelle que les Chinois compensent. Hein. Les Chinois construisent l'infrastructure. Oui. Les Français, quand ils vont là-bas, ils font comme à l'époque quand ils étaient en Algérie, quelques infrastructures pour plier le pays,
mais on n'apporte rien aux populations. Pourquoi? Parce que l'intérêt de la France, c'est pas l'Afrique. On parle désormais de la Russie. Justement, comment se manifeste la présence officielle russe sur le continent africain, Abdelkader Soufi? Je pense que d'abord, le classique, c'est la présence sécuritaire, notamment dans le domaine militaire. Et cette coopération, donc, elle a d'abord la formation, mais ensuite les ventes d'armes. Oui. Il y a cette nouvelle vision dont parlait Gamel, et là, effectivement, donc le souci énergétique qui a à la base de toute action possible et imaginable en Afrique. Sans l'énergie, on ne peut rien faire. Des pays africains, notamment du Sahel, qui en ont souffert, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui sont très riches en réalité en ressources, mais ils sont très pauvres de par l'action française notamment, qui les tenait par les accords coloniaux. Et les accords coloniaux, nous savons tous comment ont participé à la destruction et la mainmise de la France sur ces pays, notamment de l'Afrique de l'Ouest. La Russie aussi aujourd'hui, donc, est venue dans un autre contexte à la rescousse des Africains, notamment après la Covid, où les Russes ont fait des dons de denrées alimentaires, notamment le blé. Oui, voilà, après la guerre en Ukraine. Donc ils ont été reconnaissants aussi, oui. Car les Africains n'ont pas voté contre la Russie au sein de l'ONU, bien au contraire. Donc il y en a ceux qui se sont abstenus, ceux qui ont soutenu la Russie. Rien que pour cela. Donc il y a une bonne foi qui s'est installée entre les différents acteurs. Les Russes n'ont pas cette intention de coloniser l'Afrique, bien au contraire. Ils sont à la recherche d'intérêts, mais ils sont à la recherche de construction d'un nouvel espace vital pour les Russes, autre que celui qui était, par exemple, l'Europe, et dont ils ont été interdits. Et aujourd'hui, ils se retournent vers le Moyen-Orient, vers l'Asie, mais surtout vers l'Afrique. Car, moi, à mon avis, en matière de géopolitique, the Heartland, qui est la Russie, se retourne vers le nouveau Heartland, qui est le Moyen-Orient et l'Afrique. Et cela, effectivement, épouse cette vision de ce qu'on appelle le continent euphrasien. Donc, nous avons la Russie, le Moyen-Orient et l'Afrique, et cela est possible à plus d'un titre. D'abord parce que, comme le disait Gamel, il a dit très bien, 20% c'est l'Occident et 80% c'est le reste du monde. Dans les 80%, c'est comment pouvoir développer un nouvel monde parallèle à celui qui a été imposé. Nous avons la banque du BRICS, nous avons la banque chinoise, nous avons beaucoup possibilités d'alternatives et de possibilités de développer des actions communes qui permettent et aux Africains et aux Russes de se développer. Mais il faut retenir que les Africains n'ont pas que les Russes en partenaires. Ils ont d'autres partenaires, la Chine, ils ont le Japon, ils ont l'Allemagne, ils ont l'Union européenne. Mais à eux d'en tirer le meilleur à chaque fois et d'optimiser cette action. C'est tant mieux qu'avec les Russes, ça se passe bien. Et il y a cette possibilité ça de doit être le cas également pour les Africains. Il faudrait qu'ils puissent faire valoir leurs intérêts avec tous leurs partenaires. Abdelkader Soufi a parlé donc de la coopération sécuritaire. Hicham Lahmisi, comment aller au-delà de cette coopération qui est prédominante sur le continent? L'Algérie avait appelé à redéfinir les formats de cette coopération avec la Russie. Comment justement aller au-delà de cette coopération sécuritaire? Alors, pour reprendre un petit peu les termes d'Abdelkader Soufi, qui a mis en avant la notion de conditionnalité, et je crois qu'ici on a un point qui est très important. C'est que pour en fait analyser la réussite en quelque sorte de la politique africaine de la Russie, alors il y a évidemment le fait que la Russie a su surfer sur un rejet entre guillemets de la présence française, mais c'est aussi le fait que les Russes ont réussi à répondre en fait à un besoin, à une demande
tout en n'exigeant pas une conditionnalité dans les termes de régime politique, thématiques autour des droits de l'homme, etc. Choses qui ont fortement handicapé en réalité les politiques occidentales dans la région. Alors comment dépasser la question du coût sécuritaire aujourd'hui? Moi je dirais que la première conditionnalité dans le développement d'un certain nombre de pays, c'est d'abord d'assurer la sécurité. Or, là où justement un certain nombre de régimes africains, un certain nombre d'États africains souhaitaient se tourner vers la Russie, c'est le fait que la Russie leur offrait l'opportunité de contribuer à la formation d'une véritable armée, entre guillemets. Parce que si on prend l'exemple de la plupart des États africains, des États subsahariens par exemple, je mets de côté le Nigeria, qui est une puissance économique et qui a certains impacts militaires à l'échelle continentale, et en réalité, on n'a pas d'armée en tant que telle, en dehors du Tchad, qui a une armée de terre qui tient la route. Tout le reste, n'avons pas réellement d'infrastructures militaires qui soient capables, dans des situations de crise, eh bien, de faire face à des groupes terroristes, des groupes d'insurgés. Et en fait, c'est là tout le problème. Et la Russie a été en capacité, en fait, d'apporter une réponse. Et cette réponse, elle est la condition première de tout le reste. Et tout le reste, nous en avons parlé déjà sur le plateau, c'est la question de la politique énergétique, politique entre guillemets d'aide ou de soutien à la sécurité alimentaire, et en même temps sur le volet plus économique du côté russe, il faut voir que la Russie ce n'est pas la Chine, elle n'a pas non plus la puissance financière des États du Golfe, qui sont vraiment les deux grands acteurs les plus dynamiques actuellement sur le continent africain, beaucoup plus par exemple que les États-Unis. L'Europe est toujours présente de façon importante à l'échelle globale, mais elle est en recul et aujourd'hui elle est confrontée à une situation d'endettement massif qui fait que l'on va voir bien l'Europe de moins en moins présente. Et du coup, la Russie essaye d'occuper une place, mais une place qui n'est pas majeure, qui peut être centrale du point de vue des demandes et des besoins auxquels elle sait répondre, mais pas majeure. On est très loin des capacités de la Chine, même s'il y a des projets infrastructurels dans un certain nombre de pays, comme par exemple la Guinée, où on a la construction d'un chemin de fer et un soutien dans l'exploitation des mines, notamment dans le domaine du fer, mais on reste quand même dans une échelle qui est encore modeste. Très bien. Donc, Gamal Abina, toujours sur cette question, les Africains l'ont dit d'ailleurs durant cette dernière conférence de Sochi, ils attendent plus que la coopération sécuritaire. Oui, ils attendent un vrai partenariat de développement économique, simplement. Pour les Russes, effectivement, on n'a pas la taille, ça a été dit à l'instant, des Chinois. Oui. Les Chinois ont depuis 20 ans avancé leur carte. On est passé de 1 milliard à 200 milliards. Enfin, c'est faramineux ce que fait la Chine en Afrique. Et ils le font en relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand les Chinois vont construire une autoroute, parfois, pour remercier un pays, ils font un hôpital. Ce que ne font pas les Occidentaux, avec des coûts beaucoup moins élevés. Quand, par exemple, l'Algérie a obtenu beaucoup de contrats pour la Chine, ils leur ont donné des contrats. En parallèle, les Chinois ont fait l'opéra d'Alger, ce qui n'est pas inintéressant. Donc ça veut dire que les Chinois, lorsqu'ils investissent, il y a quand même ce rapport de partenariat. On est entre nous, des gens du Sud, reconnaissance, qui avons été colonisés, qui avont été humiliés. On se souvient des guerres d'opium pour la Chine, où le pays était réduit à un tas de drogués par millions. Enfin, c'était ça, les méthodes occidentales de la reine d'Angleterre. Et bien aujourd'hui, la Chine a décidé de prendre son bâton de berger et d'aider l'Afrique. Mais pas seulement. Les Russes, pendant 4 ans, avaient été colonisés par les nazis. On les appelait slaves, pourquoi? Parce que les Européens occidentaux considéraient que les Européens orientaux étaient des esclaves. Il ne faut jamais perdre de vue que c'est ça le mot slave. Et donc ces gens-là prennent leur revanche, et c'est un monde qui a évolué. Ils ont compris qu'ils ont été vaincus sur le terrain économique à l'époque, effectivement, du soviétisme d'État, qui n'a pas donné grand-chose, le socialisme. Et maintenant, ils utilisent des armes nouvelles pour pouvoir conquérir le monde. Mais la guerre économique est ouverte. Le marché africain étant le plus grand continent sur la superficie et en termes de richesse, tout le monde veut sa part. Mais la différence entre les uns et les autres, c'est qu'il y en a qui font de la rapine, qui veulent gagner plus en donnant moins, et d'autres qui veulent partager la richesse parce que chacun a un intérêt. Donc, la Russie, que peut-elle apporter? La Russie peut apporter aujourd'hui, alors en termes réels, parce qu'il faut connaître un peu l'économie russe, c'est une économie qui était très planifiée, très orientée militaire. Elle a été solide. Elle a été solide face aux sanctions occidentales. Alors, elle a été solide parce qu'elle a anticipé un mouvement. Ils avaient très bien vu que ça allait arriver. C'est pas la première tentative. On se souvient de ce qui s'est passé avec Saakashvili. On se souvient de toutes les tentatives d'attaquer la Russie par le sud ou l'est. Ils ont compris qu'il fallait faire attention. Donc,
anticipé tout ce qui était sanctions économiques. Le SWIFT disparaît, ils avaient l'alternative chinoise. Ensuite, la dédollarisation. Les Russes ont fait un truc, alors il faut le rappeler, c'est une chose extraordinaire. Oui. Là, vraiment, j'étais fasciné parce que de tous les coups de Poutine, je ne sais pas qui lui a donné l'idée, quelqu'un lui a dit, ou lui a eu l'idée peut-être, et si c'est lui qui a eu l'idée, il a un coup de génie en termes économiques, il a dit à partir de maintenant, vous allez payer mon gaz et mon pétrole en roubles. Et ça, c'est un coup de génie. C'est-à-dire que non seulement il contourne les sanctions, mais il fait de sa monnaie une monnaie de référence. Une monnaie qui devient une valeur internationale. C'est incroyable. Il a fait du rouble, qui était une monnaie de singe quasiment, qui valait rien. Il en a fait une monnaie qui ressemble presque à une devise obligatoire. Des pays ont essayé de refuser, mais c'était obligé d'accepter. Et ça a fonctionné. Donc il a conservé une économie stable. Elle a reculé de 1 point, je crois, un temps. Elle est partie à 3%. On est en surchauffe économique. Oui. Il y a le plein emploi en Russie. Ils ont besoin de bras pour travailler. Mais surtout, il a fait quelque chose qui était extraordinaire. Il est passé d'une économie très planifiée et très militarisante à une économie où on commence à s'intéresser à tout ce qui concerne le bien l'équipement, le civil, enfin ce genre de choses. Et c'est sur cette économie-là qu'il espère tabler en Afrique. Parce que les Africains, ils achètent des armes, c'est bien beau. On les forme, c'est bien. Il y a un partenariat. C'est bien que c'est plus que la France qui n'a jamais proposé, par exemple au Mali, de former les soldats. Mais l'Afrique ne demande pas seulement des armes. Elle demande de la sécurité, c'est vrai. Il faut sécuriser. Mais elle demande de l'économie profitable, rentable et qui fonctionne, une économie qui crée l'emploi, qui sécurise la population, qui fasse en sorte qu'on leur donne plus de blé comme les Russes l'ont généreusement fait après le Covid, mais qu'on leur donne les moyens de produire du blé. Et tout cela, j'aurais dit simplement par rapport à ces questions-là, c'est que la Russie a compris les enjeux, que les Africains en règle générale, alors quand on dit les Africains, c'est un peu gênant parce que l'Afrique est globale, plus de 50 pays. L'Algérie n'a pas la problématique qu'aurait par exemple le Rwanda, mais il n'en demeure pas moins, qu'ils ont compris qu'il va falloir négocier, que la place est chère à prendre. Aujourd'hui, le rapport de force a changé. C'est l'Afrique qui offre et les demandeurs, c'est le reste du monde. Très bien, Abdelkader Sofi. Justement, il est important que l'Afrique unifie sa voix pour faire valoir ses intérêts face à ses partenaires comme la Russie. Absolument. D'ailleurs, cette rencontre des ministres donc, a regroupé 50 pays africains. Oui, plus. Donc, 50 pays africains, alors que avant, ça ne pouvait pas dépasser les 18, les 20, les 30 pays. Cela veut dire que, d'abord, la Russie intéresse de plus en plus les pays africains, mais d'un autre angle de vision, les Africains, maintenant, se soudent entre eux pour créer un bloc. D'ailleurs, je pense que le projet de la ZLECAf est un projet porteur pour l'Afrique. La route de la soie chinoise, elle, c'est un projet porteur de l'Afrique. Mais il y a aussi la dorsale algérienne qu'il ne faut pas oublier, qui est un projet prometteur. Oui. C'est structurant surtout. C'est structurant et qui rentre, on oublie beaucoup, dans le cadre du projet du NEPAD. Le NEPAD qui a été créé par 4 pays, notamment donc je dirais le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, si je ma mémoire est bonne, et l'Algérie. Oui. Et donc, comment réunir les deux pointes de l'Afrique, le nord et le sud, à travers toute l'Afrique. Cette dorsale, elle promet d'abord d'accompagner la route de la soie, elle transfère la fibre optique. Donc, tout au long de cette dorsale qui va au Niger, au Mali, et au Burkina Faso, et à partir de points de jonction, desservir plus d'une dizaine de capitales. Oui. Et tout le long de cette dorsale, imaginez qu'à chaque 50 km, 30 km, vous avez une aire de repos qui appelle des populations à se... Donc cela suscite l'engouement pourrait susciter l'engouement des investisseurs russes. J'y arrive justement, voilà. Donc il faut voir le projet africain pour mieux comprendre l'intérêt russe. Oui. Il y a la possibilité d'un transfert du delta du Niger qui lui-même permet un développement meilleur de l'agriculture. Alors là, on y arrive. Oui. Que peut ramener le russe en Afrique Déjà les engrais, ça commence par les voilà. engrais. Déjà que les Russes, donc, dans un partenariat industriel, en dehors de l'industrie militaire, peut-être, ou bien technologie nucléaire, ils ne pouvaient pas offrir plus. Mais maintenant, il y a de nouvelles possibilités dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la recherche scientifique, sachant que plus de 300 000 depuis, on va dire, les années 60, plus de 350 000 savants et chercheurs africains ont été formés en Russie. Et qu'aujourd'hui, dans ce domaine-là aussi, il y a cette possibilité, et que la Russie, qui est faible dans le domaine
dans d'autres domaines de l'industrie, elle peut conjuguer ses efforts avec les Africains, parce qu'il y a un savoir en Afrique. Oui. Il y a un savoir diversifié. Il n'est pas unifié. Il y a un savoir en Algérie, un savoir au Sénégal, il y a au Nigeria, il y a en Afrique du Sud, il y a en Égypte, il y a en Éthiopie. Mais ce sont local. C'est pourquoi il faudrait qu'il y ait une politique d'abord d'intégration entre l'ensemble des pays africains, Oui. mais aussi avec, dans ce cadre de partenariat avec les Russes, qui permet aux deux de régler le problème du besoin. Et à la fois l'émergence de l'Afrique et la montée de la Russie au niveau de ces, j'allais dire, au niveau de l'Union européenne ou la Chine ou les États-Unis d'Amérique, parce que aussi il faut dire qu'ils ont un grand chemin à faire pour y arriver. Il ne faut pas se leurrer. C'est vrai que c'est une puissance montante et qui a besoin aujourd'hui, notamment depuis la guerre d'Ukraine, Oui. depuis les embargos qui l'ont touché, ils ont compris qu'ils ont besoin de développer encore mieux le côté industriel. Pourquoi le côté industriel, économique et commercial? Parce que c'est là où ils ont été vaincus en 90. En 89, la chute de l'Union soviétique, c'était une défaite économique. Parce qu'ils ont été entraînés dans une guerre, la guerre des étoiles, où ils n'ont pas pu tenir. Voilà. Le coup Poutine, quand je disais la doctrine Poutine, Poutine a très bien compris, il s'est préparé à cette guerre-là. Donc ils avaient des réserves, combien même les 360 milliards de dollars qui ont été bloqués en Europe, il a pu trouver une autre alternative. Même la guerre a permis de relancer le pouvoir d'achat, parce que les gens de basse classe se sont engagés dans l'armée, ils ont pu avoir plus d'argent et donc il y a eu plus de crédits de consommation et la roue économique s'est mieux portée. Oui. Il s'est aussi, donc il a changé de cap en se retournant vers la Chine, vers la Corée du Nord, vers l'Asie, vers l'Afrique, vers l'Iran aussi. Et cela a permis à l'économie russe, contre toute attente, qui était en 2020 à 2,1 à progresser en PIB à 3,8 et qu'il a fait 2 fois de suite en 2022 et 2023. Cela veut dire que la stratégie a tenu la route. A tenu la route, pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à vaincre cette guerre, ou à gagner cette guerre économique sur laquelle tablait l'Occident. Alors, on l'a compris, d'autres volets peuvent apparaître, d'autres volets de coopération peuvent apparaître entre les deux parties. Hicham Lahmisi, on l'a dit, nous sommes dans un monde où les pôles de puissance bougent actuellement, et parmi les domaines, il y a la réforme du système onusien. L'Afrique peut-elle justement mettre ce partenariat au profit de sa posture pour renforcer justement sa présence dans les instances internationales? Le maître mot, vous l'avez prononcé, c'est la question de la multipolarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de grand basculement géopolitique où très clairement les rapports de force sont en train de changer. En réalité, les rapports de force internationaux ont changé, mais il existe en fait un décalage entre la réalité matérielle et la perception que les acteurs continuent en fait de garder. C'est-à-dire qu'on a une image du passé avec l'idée d'une domination occidentale encore présente, alors que dans la réalité, si on prend des acteurs comme la Chine, qui en termes de parité de pouvoir d'achat représente la première économie du monde, la Russie, qui en termes de puissance stratégique est une puissance absolument centrale à l'échelle internationale et sur le continent africain. C'est justement dans ce cadre que les Africains ont très bien compris qu'en jouant en quelque sorte un petit peu, vous savez, comme dans pas la bourse entre guillemets, en cherchant le plus offrant, à bénéficier le plus possible, à travers des puissances qui soutiendraient en fait une présence accrue de l'Afrique dans les instances des différentes organisations internationales, et surtout la question de la présence de l'Afrique au niveau du Conseil de sécurité. Et là, c'est un enjeu important. Et ce qu'il faut regarder, c'est que, par exemple, la guerre en Ukraine, à travers le fait qu'on a pu assister, entre guillemets, à une autonomisation, en fait, des positions des pays africains qui ne sont absolument pas prononcées
en faveur bien de cette multiplication de sanctions. On est presque à 13 000, 14 000 sanctions, quelque chose qui ne s'est jamais vu par ailleurs. Et les États africains n'ont pas accepté cette espèce de chantage, cette espèce de double standard qui a fait qu'on a présenté un petit peu un conflit par ce conflit européen dans le cadre d'une exceptionnalité. On parlait quasiment de djihad, entre guillemets, américain ou de djihad occidental vis-à-vis de l'Ukraine. Eh bien, les Africains n'ont pas accepté. Parce qu'il y a déjà des conflits chez eux. Regardez ce qui se passe au niveau de la République démocratique du Congo avec un conflit qui a fait entre 6 et 10 millions de morts. On n'a même pas le chiffrage exact. Et ça, les Africains ne l'acceptent plus, veulent peser, veulent exister. D'autant plus qu'il faut prendre en considération un élément très important, c'est qu'aujourd'hui, du point de vue géoéconomique, l'Afrique représente un enjeu absolument majeur. En ce sens où nous avons le continent qui a la croissance démographique la plus forte, c'est-à-dire le continent le plus jeune, qui dispose du taux d'équipement et d'infrastructures le plus faible au monde, avec des rendements agricoles parmi les plus faibles au monde, et qui dispose des ressources minières, ressources énergétiques, matières premières globalement non encore exploitées, les plus importantes au monde. Donc tous ces éléments font que l'Afrique devient aujourd'hui un enjeu très important et aiguise en fait les appétits de nombreuses puissances. Certaines sont déjà en avance, on peut regarder les pays du Golfe, les Émirats arabes unis par exemple, l'Arabie saoudite, le Qatar également qui investit énormément, des puissances moins visibles comme la Turquie qui sont présentes, la Chine, le grand géant présent en Afrique, notamment dans le domaine infrastructurel, la Russie dont on a parlé, d'autres pays encore, et puis des pays qui, à leur échelle, peuvent aussi intervenir. On parlait de l'Algérie, tout à l'heure on a parlé de la fameuse dorsale transaérienne. C'est vraiment, entre guillemets, le projet du siècle. C'est un projet d'une intelligence absolue qui va apporter énormément en termes d'intégration, en fait, du continent africain et qui va être porteur de croissance économique très importante. Et ce n'est pas pour rien que certaines puissances parasitaires essayent par tous les moyens de casser ce projet qui est absolument vital pour l'Afrique, parce qu'il va mettre en relation directe le Nigeria, le Sahel, à l'Europe, donc un espèce de couloir entre guillemets afro-méditerranéen absolument essentiel pour ces économies. Donc, si j'ai bien compris, on peut entretenir un partenariat avec d'autres partenaires, avec d'autres États, tout en souhaitant un développement des relations avec la Russie. Oui, il faut comprendre un truc qui est logique quand même dans la carte, parce que bon, les Chinois l'ont très bien compris. Vous avez une Afrique qui finalement, l'extrême nord c'est l'Algérie, l'extrême sud c'est l'Afrique du Sud, c'est les pays les plus riches. Vous avez au centre le Nigeria, donc il y a un axe effectivement, et vous avez des pays qu'on a sécurisés. Vous savez qu'on a intégré par exemple l'Égypte en même temps que l'Éthiopie, parce qu'ils s'apprêtaient à s'affronter sur les guerres de l'eau avec ce fameux barrage de la Renaissance. Et les Chinois, qui ont déjà fait faire la paix entre l'Arabie et l'Iran, ont intégré l'Arabie et l'Iran au BRICS et ont intégré comme par hasard l'Éthiopie et l'Égypte. Donc c'est pourquoi ? Parce que dans leur route de la soie, ces pays sont traversés. Parce que l'Éthiopie, c'est quand même un des pays où les Chinois ont le plus investi. C'est un immense atelier dans tous les domaines possibles, et que les énergies qui vont être abondantes grâce à ce fameux barrage de la Renaissance permettent d'espérer que l'Éthiopie sera le pays le plus développé et le seul pays qui n'a pas été colonisé, il faut le rappeler. Et donc tout ça, c'est une intégration logique. Sur une carte, vous avez un axe qui se développe, vous avez des axes sur les côtés. Effectivement, on a parlé de... Oui, c'est les points cardinaux, absolument. Et en même temps, il faut être logique, c'est les pays les plus riches, les pays qui ont le plus de moyens, qui peuvent le plus investir, qui sont sur un axe politique traditionnel avec la Chine. Il faut se souvenir quand même que ce soit l'Afrique du Sud avec les Noirs qui étaient sous l'agression littéralement des Blancs avec leur apartheid, les Chinois étaient plutôt favorables aux Noirs, forcément. Que ce soit effectivement l'Algérie, puisque la tradition, on la connaît par rapport à l'anticolonialisme, et surtout que ce soit l'idée de se dire que toutes ces intégrations économiques sont des intégrations qui ont une logique à la fois politique, économique et géographique. L'Algérie l'a démontré, maintenant c'est... Largement. Oui. Donc quand certains pays essaient de passer par des axes ridicules en proposant un port qui va en direction de l'Atlantique pour vendre on ne sait quoi d'ailleurs, parce que je vois pas ce que peut vendre le Mali ou le Burkina aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Bon bref, il y a une logique de géographie, à savoir que si on passe par cette fameuse dorsale, évidemment ces pays vont en bénéficier. D'ailleurs, l'Algérie a prouvé une chose de façon très intelligente. Quand elle empêche l'agression du Mali, du Burkina ou du Niger, il faut s'en souvenir, elle propose immédiatement des plans économiques. Ce qui est des plans de développement. Et plus encore, l'Algérie, par exemple, sécurise, elle exploite déjà le pétrole dans le nord du Niger. Les Chinois sont dans le sud du Niger. Les Nigériens ont récupéré enfin leur propre richesse. Et bien, qu'est-ce que fait l'Algérie ? Elle dit, on va commencer à travailler ensemble. Et ils le font très bien. Ils intègrent le Nigeria avec ce fameux gazoduc qui passe par l'Algérie, qui va dans le nord. Absolument légal. Donc ce projet est cohérent.
est rentable parce qu'il est facile à faire et surtout permet au Niger de bénéficier par ses droits de passage et l'énergie abondante, enfin d'une possibilité de développement. Et vous l'avez dit tout à l'heure très justement, l'économie c'est l'énergie, c'est pas autre chose. Les révolutions industrielles se sont faites grâce à l'énergie, l'électricité, le gaz. Donc tout ça est essentiel pour que ces pays sortent effectivement de leur situation de sous-développement volontaire. L'Occident et la France et l'Angleterre ont volontairement gardé ces pays sous le boisseau. Pourquoi? Parce que vous prenez l'Asie. Pourquoi ils sont développés l'Asie? C'est parce qu'ils avaient le parapluie chinois, le parapluie russe, et qu'en 1975, ils se débarrassent des forces étrangères. C'est comme ça qu'ils se développent. C'est pas parce qu'ils sont plus intelligents, c'est parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas cette pression occidentale sur le territoire. Et bien l'Afrique en bénéficiera bientôt, on l'espère. Alors, il est bon, puisqu'on parle de l'Algérie, Abdelkader Sofi, cela nous amène à parler justement de ce partenariat avec l'Algérie, la Russie-Algérie. Beaucoup a été dit sur ces relations, les relations entre bilatérales. Comment justement, il faut rappeler justement la solidité des relations entre les deux pays. En fait, le partenariat algéro-russe, c'est un partenariat stratégique. Et ce partenariat, notamment, donc, est ancré dans l'histoire, car on n'oublie pas que l'Union soviétique a été d'une grande aide pour l'Algérie lors de la guerre de libération et bien après aussi. Donc la Russie d'aujourd'hui, qui revient sur la scène internationale, a développé un partenariat beaucoup plus important avec l'Algérie, notamment on se souvient de la visite du président de la République en Russie, on se souvient aussi... Et c'était dans un contexte où la Russie était sous des sanctions. Tout à fait. Oui, dans absolument. le collimateur des Occidentaux. Et on sait aussi que l'Algérie a participé à Moscou dans un débat concernant la Libye, donc sur un plan sécuritaire aussi. Et ce qu'il faut retenir que l'Algérie est un pays incontournable en Afrique. Elle l'est pour l'ensemble des partenaires de l'Algérie en Afrique, que ce soit les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, la France, la Grande-Bretagne, la Chine et la Russie. Pourquoi? Parce qu'elle est la seule à détenir les véritables clés de l'Afrique, notamment dans la région du sous-continent. Et c'est pour cela que moi je dirais que la Russie, en dehors de son action qui a été traditionnelle en Afrique, elle fait de l'apprentissage politique en Afrique, et c'est pour cela aussi qu'elle est amenée à réviser certaines positions, de revoir des doctrines qui ont été développées, et là ils ont compris qu'ils devaient compter aussi toujours sur l'Algérie dans cet ordre d'idées-là, parce qu'ils ne peuvent pas intégrer l'Afrique totalement et développer l'ensemble de la stratégie russe sans avoir de véritables partenaires pionniers. Et l'exemple, l'adage algérien, il dit quand on rentre dans une maison, on rentre avec les gens de cette maison. Oui. Et c'est pour cela que je pense que les Russes ont compris depuis leur expérience au Soudan, au Libye, aujourd'hui au Mali et au Niger, qu'ils devaient développer davantage leur partenariat. Et c'est tant mieux, car nous avons vu que les relations sont passées pendant un petit moment par une zone de perturbance, on va dire. Donc, mais cela n'a en aucun cas toucher la profondeur de cette relation et qui reste toujours, car je pense que l'Algérie est l'un des plus grands partenaires de la Russie, et je pense qu'il est en deuxième, troisième position après l'Égypte et l'Éthiopie, c'est ça? Très bien. Gamal Abina, sur le partenariat algéro-russe. On a beaucoup dit de choses aussi solides, et bien puis, sûr, mais la Russie peut compter sur l'Algérie en tant que pays pivot.
Oui, parce que je vois à quoi vous faites référence par rapport à ce qui s'est passé au Mali. Ce qui s'est passé au Mali, il faut jamais oublier que le groupe Wagner, enfin ex-Wagner devenu Africa Corps, d'ailleurs, quelle ironie comme nom, hein, mais bon, on met ça de côté. Il y a eu effectivement un petit bisbis, ils se sont plantés. Alors, on a essayé de donner le sentiment que l'Algérie était derrière, ce qui est faux. Mais les Russes n'ont jamais pensé ça. D'abord parce que ce groupe est privé, il ne faut pas le perdre de vue. Donc c'est pas l'État russe pour commencer. Et ensuite parce que les Russes, j'ai envie de dire simplement... C'est important de dire ça aussi. Oui, c'est important de le rappeler. Parce qu'on a voulu faire croire qu'il y avait une bisbis, non, c'est faux. Et surtout, il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que, j'ai envie de dire, au-delà du partenariat qui est très long, hein, c'est plus la révolution, c'est pas rien, il y a une chose qui compte et qui comptera toujours, c'est l'argent. C'est-à-dire que le rapport entre la Russie et l'Algérie, c'est au minimum 10 à 15 milliards par an. Je ne crois pas que ça pèse beaucoup au Mali, hein. Ils n'ont pas trop de moyens. Donc s'ils doivent choisir un partenaire de façon pragmatique, hein, je ne parle même pas de dogmatisme, ils choisiront plutôt l'Algérie. Après, l'intégration régionale veut que les Russes mettent tout le monde d'accord, et ça a été fait d'ailleurs, il y a eu des rencontres, hein, et ça se passe très bien. Et je rappelle tout le temps aux Maliens qui ont tendance à dire, je connais quelques Maliens un peu engagés, que l'Algérie a reçu en premier, le Mali a tapé la première porte qu'elle a tapée, c'est l'Algérie après le coup d'État. Oui. Ensuite, que le premier pays que l'Algérie a ouvert en termes de frontières après le Covid, c'est le Mali. Il ne faut pas l'oublier. Ensuite, que les transferts en termes de richesse entre l'Algérie et le Mali sont considérables. Donc on n'est pas sur des ruptures, on est sur quelques bisbis. Et que la déclaration donc, des séparatistes au nom du Mali, le premier État qui a réagi et qui a interdit, c'est bien l'Algérie. Tout à fait. Donc, tout comme l'intervention militaire des Français. Donc il y a une relation... Une relation solide, durable, qui sera durable sur le plan écologique, sur le plan idéologique, et surtout durable sur le plan économique. La Russie a besoin de l'Algérie pour ce qu'elle lui rapporte, et la Russie a besoin de l'Algérie sur le plan géopolitique. C'est une relation pragmatique, Hicham Lahmisi, quand on parle des relations algéro-russes. Alors, bon, lorsqu'on parle des relations algéro-russes, déjà on parle de relations qui s'inscrivent dans l'histoire. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire longue, hein, on ne va pas rajouter à l'époque de la régence d'Alger ou autre. Hein. On avait déjà des relations qui existaient, plus ou moins malheureuses. Hein. Vous pensez notamment à la guerre de Crimée, on a eu des troupes algériennes des deux côtés, hein, d'ailleurs, hein, sans rentrer dans les détails. Mais la relation entre l'Algérie et la Russie, elle a été fortement liée à la révolution algérienne, avec tout le soutien diplomatique, économique, militaire qui a été apporté par l'Union soviétique et également à travers un certain nombre d'États satellites en faveur de la révolution algérienne. Les relations se sont bâties aussi au niveau de partenariat économique, de partenariat militaire au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, avec l'Algérie qui est devenue l'un des principaux clients de l'industrie militaire russe. Et aujourd'hui, c'est vraiment une relation qui s'est construite aussi dans l'acquisition de systèmes d'armement vraiment les plus modernes. Hein. Il faut voir par exemple, si on prend le cas du système dit Terminator 2, un BPCM-3, c'est un espèce de modèle blindé assez performant, enfin ultra moderne. L'Algérie l'a acquis avant même l'armée russe. Si on prend par exemple les S-400, systèmes de missiles antimissiles les plus performants au monde, la première armée à l'essayer et en disposer, c'est l'Algérie. Si vous prenez le cas du chasseur de 5e génération, Sukhoi 57, hein, dont on a parlé récemment en Chine, eh bien, l'Algérie est partie prenante non seulement en tant qu'acquéreur, mais elle a été aussi partie prenante en investissant dans le projet. Vous avez même des ingénieurs algériens qui ont travaillé à leur modeste échelle à la conception et à la production. Ça, il faut le savoir, on n'en parle pas assez. Vous avez plusieurs pays qui ont participé initialement, il y avait également l'Inde. Donc tout ça pour dire que la relation qui existe entre l'Algérie et la Russie, c'est une relation profonde et une relation de confiance. Cependant, cela n'enlève pas que sur ces derniers mois et la dernière année, il y a eu un certain nombre de tensions qui sont nées d'une opposition de vue sur notamment ce qu'était la politique africaine de la Russie, notamment à travers l'espèce de couloir sécuritaire sur lesquels un certain nombre d'intervenants en Russie ont souhaité mettre en place depuis la Libye en passant par le Niger jusqu'au Mali, alors que l'Algérie s'y opposait fortement, en refusant la présence de toute troupe étrangère à ses frontières, respectant la souveraineté de ces pays. C'est une question de principe très importante en Algérie. Oui. Et il faut voir aussi que la position russe n'est pas une position uniforme. Vous avez des acteurs, notamment qui gravitent autour de l'Africa Corps, un ex-Wagner, qui ne sont pas forcément très favorables à l'Algérie. Il faut regarder que ce
ce groupe économique paramilitaire a été infiltré aussi par des intervenants économiques, Hicham Lahmisi. c'est quelque chose qu'il faut savoir prendre en considération. La relation s'est rétablie entre l'Algérie et la Russie très fortement à travers le dialogue direct entre le président et le président de la République. Il existe une concertation entre les deux pays pour justement renforcer le partenariat. Oui, il y a énormément de partenariats entre les deux pays et il y a énormément d'opportunités à saisir, oui. Moi, je pense notamment au niveau de l'énergie nucléaire, où l'Algérie a une expertise qu'elle a développée depuis les années 70, avec toute une formation globale à tous les spécialistes militaires. Et je pense qu'en la matière, il peut y avoir une très grande opportunité de partenariat, notamment avec la Russie, pour la construction de réacteurs nucléaires en Algérie, parce que l'Algérie en a besoin, et dans une croissance démographique encore soutenue et des besoins économiques, avec un développement économique très puissant aujourd'hui. L'Algérie, c'est vraiment l'une des destinations économiques, j'allais dire, les plus importantes en termes de relais de croissance dans l'espace euro-africain, et en la matière, il y a beaucoup à faire avec la Russie, tant plus dans le domaine militaire, et puis la réorientation de l'Algérie sur le marché des importations agricoles, notamment sur le blé, et la Russie offre des perspectives relativement intéressantes. Alors, dernier tour de table, messieurs, on l'a compris, la Russie tente de s'imposer en tant que puissance mondiale sur le continent. Comment justement les Africains pourraient tirer profit de ce partenariat à l'avenir? Voilà, en fait, en plus de ce que nous avons énuméré, peut-être qu'on n'a pas touché aussi, les Russes peuvent amener un savoir qu'ils ont dans le cadre des travaux publics et autres. Donc il y a d'autres secteurs assez importants sur lesquels on peut s'appuyer pour se développer un partenariat, mais il y a un autre dont on n'a pas parlé, mais c'est l'aspect politique. Oui. C'est que l'Afrique et la Russie développent la même vision vis-à-vis du droit international, des valeurs internationales de la Charte des Nations Unies. Tous œuvrent pour que le droit des peuples soit respecté. Notamment, on a vu que lors du sommet de cette dernière rencontre, on a parlé du droit du peuple sahraoui à s'autodéterminer, donc à décoloniser, aussi à réformer les Nations Unies, le Conseil de sécurité. Et pourquoi? Parce que d'abord, pour les Russes, il faut le dire d'une façon claire, les Russes, dans ce bras de fer au sein du Conseil de sécurité, on a tendance à avoir à perdre 3 à 2. Mais généralement, c'est cette hégémonie occidentale qui fait que les rapports ne sont jamais tels qu'elles sont, et que souvent les coups bas, on va dire, de l'Occident qui intervient en dehors des Nations Unies pour subvenir à leurs besoins. Je pensais à la guerre de l'Irak, à différentes interventions. En contrepartie aussi, l'Afrique veut changer ce système. L'important, c'est de parvenir à ce partenariat gagnant-gagnant, Gamal Abina. Oui, sur le plan économique et politique, ça a été dit à l'instant. Effectivement, la relation, il faut quand même voir que le Conseil de sécurité, je parle des permanents. Il y a 3 occidentaux et puis deux pays qui sont la Russie et la Chine, donc 2 pays qui ne sont pas occidentaux, mais il n'y a pas d'Afrique. C'est-à-dire que les 5 continents sont représentés sauf l'Afrique, et la Russie, effectivement, fait pression pour que l'Afrique, peut-être au sens plus représentée, qu'elle soit visible et qu'elle ait sa voix à la parole. Peut-être qu'on abroge enfin ce déni démocratie qu'est le droit de veto, mais surtout faire en sorte que l'Afrique ait une voix, parce qu'elle ne porte pas aujourd'hui. On a des pays qui ont quand même une histoire ancienne. Et elle peut très bien défendre ses intérêts. Nous avons vu que depuis l'adhésion de l'Algérie, et en tant que membre non permanent, elle a un peu fait bouger. Mais en même temps, ce poids reste marginal si on n'est pas permanent. Voilà. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est celle-là. Hicham Lahmisi, pour conclure. Alors, je partage évidemment ce point de vue, celui qui vient d'être exprimé sur le fait qu'on a une concordance de vue globale entre la Russie et l'Algérie quant à la vision du monde. C'est-à-dire que aussi bien l'Algérie et la Russie partagent des valeurs de souveraineté. Donc, des États, mais également, et ça c'est un
aussi important, c'est la mise en valeur de la notion de multipolarité, c'est-à-dire aussi bien l'Algérie que la Russie ont cette vision, et ça, je pense que c'est très important. Eh bien, merci, messieurs, pour vos éclairages sur cette thématique, le partenariat Afrique-Russie. On arrive à la fin de ce numéro de Décryptant. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur Canal Algérie.